Alors je parlais du fait que j'ai bénéficié ô combien de personnalités comme Daniel Decopé et Louis Dumont, mais de toute une ambiance qu'il y avait autour de ce séminaire que j'avais découvert à Paris 5 et qui a continué ensuite, qui s'est appelé les ateliers d'anthropologie sociale, qui a continué à l'école des hautes études, etc. Et qui a continué aussi par le fait que les deux ont créé un groupe de recherche que le CNRS a reconnu. À l'époque, je crois qu'on disait un GDR, un groupement de recherche, mais c'était de facto une petite équipe qui, du coup, avait un budget qui permettait de financer des terrains, entre autres. J'en parlerai parce que j'en ai profité. Mais je voulais dire un mot sur l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe. Il y avait une effervescence absolument incroyable. Il y avait ce sentiment que des idées nouvelles venaient de tous côtés, par le fait que dans ce groupe, il y avait des gens qui travaillaient sur l'Afrique du Nord, Raymond Jamous, sur la Mélanésie, Daniel Decopé, sur l'Asie du Sud-Est, Cécile Barrot, sur l'Inde, bon, mais là, pas au même niveau, si on peut dire, Louis Dumont. Il y avait des amis sociologues qui travaillaient sur des questions européennes, sur des questions françaises, les banlieues françaises, etc. Et tout ça était vraiment animé par un lien très fort et qui nous étonnait presque entre deux personnes de génération tout de même déjà assez différentes, Louis Dumont et Daniel Decopé. Alors, ça a eu beaucoup de conséquences. Bon, ce que Daniel m'a dit, et d'autres aussi, comment ils se sont rencontrés, si j'ose dire, c'est le fait que aussi à cette époque, Dumont écrivait, ou avait déjà publié, je ne sais plus, ses travaux sur l'histoire de l'idéologie allemande. Daniel Decopé s'intéressait beaucoup à ces questions-là. Et finalement, les deux parlaient, ça souvent devant nous même pas en séminaire, plus en intimité, parlaient beaucoup plus de la Deuxième Guerre, de ce qui s'est passé, du fascisme. Dumont a écrit beaucoup à ce sujet, que de l'anthropologie, de l'Inde ou de l'Océanie. Et je sais que là, il s'est créé un lien très fort où Daniel Decopé a été extrêmement saisi par la manière dont Dumont voulait, enfin, revisitait de fait l'histoire des idées qui peuvent mener à ce qui s'est passé en Allemagne. Et du coup, Daniel Decopé s'est intéressé non seulement à la personnalité de Dumont, à l'homme, mais aussi à l'homme qui a traversé la guerre et tout ce qu'il a écrit à ce sujet, mais aussi aux théoriciens qui voulaient comparer les sociétés, qui voulaient comparer les idéologies, qui voulaient comparer l'histoire de l'idéologie française beaucoup plus universaliste, l'histoire de l'idéologie allemande beaucoup plus holiste, mais qui avait mal tourné, si on peut dire. Bon, tout ça, c'est assez connu, c'est des discussions autres, mais il y avait ce lien très fort. Et c'est amusant parce que je me souviens très bien de Dumont disant, au sujet de Daniel Decopé, quand on parlait échange cérémoniel arrêt-arrêt, et de mes propres travaux, échange cérémoniel Niamoisi, Dumont disant, oui, mais alors là, je ne comprends pas grand-chose. Oui, je sais, Mauss, Ockart, ils en parlent beaucoup, vous en parlez beaucoup, mais moi, je ne comprends pas grand-chose. Daniel Decopé qui avait dit auparavant, c'est l'histoire de classification, là, avec vos Nidam, toi, Serge, ce que Dumont en dit, ouais, je ne comprends pas grand-chose. Mais, petit à petit, j'ai vu vraiment, on a vu sous nos yeux de quelle manière Daniel Decopé se disait qu'il allait trouver de plus en plus
un modèle, une structure pour pouvoir parler de son ethnographie chez les Haré-Haré, des échanges cérémoniels, mais aussi de la structure d'autorité, le chef de paix, le chef de guerre, le balancement entre les deux, à travers des modèles de la structure sociale holiste à la manière Dumont, c'est-à-dire au fond tout ce que Dumont avait écrit quand il avait critiqué l'école de la social stratification anglophone à propos de l'Inde pour parler de hiérarchie dans un tout autre sens. Bon. Et c'est là que s'est fait aussi une connivence très forte où Daniel de Coppet a voulu penser de plus en plus son matériau salomonais dans un moule beaucoup plus holiste, hiérarchique, à la Dumont. Alors, ça donnait des conversations absolument passionnantes. En même temps, c'était peut-être difficile. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer qu'au fond, Daniel de Coppet n'a jamais finalement sorti le grand livre qu'il pouvait faire? Parce qu'à chaque fois, il disait, là, j'ai tout repris, avec un modèle qui sera plus holiste, etc. Bon, ça restera une énigme de l'histoire, mais en tout cas, ce lien-là entre les deux hommes, imprévu, pour des histoires qui remontent à la Deuxième Guerre, qui remontent à leur intérêt pour l'histoire de l'idéologie allemande, fait que se retrouver au séminaire un maître de l'indianisme en français, un maître plus jeune, mais déjà grand maître de l'anthropologie océanienne mélanésienne, et Dumont finalement s'est mis à s'intéresser de plus en plus aux échanges cérémoniels, aux faits de pouvoir et de sacré, à ce que De Coppet disait de Hoccart, et De Coppet s'intéressait de plus en plus à ce que disait Dumont sur le holisme, on va dire. Donc ça crée une ambiance absolument extraordinaire qui a été très bénéfique à tous les étudiants que nous étions. Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a eu les différents hasards dont je vous ai parlé, mais il y avait aussi le fait que dans cette ambiance-là, on voulait faire bien, ou alors ce n'était pas la peine. Donc, ils avaient su nous donner une confiance en nous, les jeunes. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai vu aussi par la suite, ô combien, Daniel de Coppet a passé sa vie aussi, finalement, plutôt que d'écrire d'autres livres encore qu'il aurait pu faire, à travailler, mais ligne à ligne, les thèses de ses étudiants, ce qu'il avait fait aussi avec la mienne, bien que c'était un matériau africaniste, bien que c'était Auger qui était le directeur de thèse, mais Daniel relisait ligne à ligne. Et tous les étudiants après, de cette époque et plus tard, m'ont tous dit la même chose. Il a passé, je ne sais pas, la moitié de sa vie à travailler avec ses étudiants. Et pas seulement les siens, mais tous ceux auxquels il s'intéressait. Là, il y avait une générosité qu'on n'a jamais retrouvée ailleurs. Bon, ça c'est quelques souvenirs sur ce groupe de recherche où des gens que vous connaissez, que vous avez interviewés, étaient là-bas, jeunes, Dominique Casajuste, André Itianu, Raymond Jamous, enfin Jamous était plus âgé déjà, etc. Jean-Paul Latouche était quelqu'un qui a été très important au début, après beaucoup moins, mais Daniel de Coppet nous a toujours dit, c'est Jean-Paul Latouche qui un jour est venu nous voir en disant « vous devez lire Dumont ». Et Daniel aurait dit « Dumont, c'est qui ça, Louis Dumont ?» Et Jean-Paul Latouche a dit « je viens de lire Homo hierarchicus, ça change tout, vous devez le lire ». Ça, c'est ce que Daniel m'a dit. Voilà, bon. Donc, je reviens à la suite de tout ce qui s'est produit pour ce qui me concerne grâce à ce groupe, en continuant finalement du côté du hasard et de la chance et de l'appui de Louis Dumont. Donc en 1979, mon DEA est passé, la note de Louis Dumont dans l'Homme a fait le tour un petit peu.
Mes livres, là, que j'ai montrés tout à l'heure, ne sont pas publiés, mais c'est déjà prévu, sur les classifications dualistes. Et alors, en 1979, il existait encore, à l'école des hautes études, des postes, ils allaient bientôt disparaître, équivalent à ce qui était au CNRS les attachés de recherche, ou peut-être même encore un autre titre encore plus bas, entre guillemets. Là, ça s'appelait chef de travaux. Ah, c'était pas mal, chef de travaux. Mais en fait, on m'a expliqué très vite, non, mais attends, les chefs de travaux, c'était les laborantins qui nettoyaient les paillasses et préparaient les expériences de chimie pour le professeur, pour que les élèves viennent s'asseoir aux différentes paillasses et fassent les expériences en écoutant ce que le professeur de chimie leur dirait. C'est un titre qui est resté de cette époque ancienne, et quand les statuts de l'école, enfin quand l'école des hautes études s'est autonomisée, ce statut est resté avec un cadre très très particulier. Ce sont des postes qui étaient à la discrétion du président de l'école des hautes études et du bureau, je crois. En tout cas, c'était 3 ou 4 personnes, et surtout lui. C'était des postes qui étaient très 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 peu payés, bien sûr, mais qui étaient déjà titulaires. C'est-à-dire, quand on a un poste de chef de travaux, après un stage de 2 ans, je crois, on pouvait être titularisé et on devenait membre de l'école des hautes études. Même si, à l'époque ancienne, dans les sections de sciences, on était un petit préparateur de paillasses. Mais dans les sciences sociales, ce n'était pas préparateur de paillasses. C'était, bon, tu as un tout petit salaire, tu n'as pas beaucoup de perspectives de carrière, parce qu'il faudra réussir après à tout de même se présenter au concours de maître de conférence un jour, mais déjà, tu as un métier et tu es dans l'école des hautes études. Bon, donc évidemment, ça m'a intéressé. Et donc là, j'ai eu la chance en 1979, je crois qu'il y avait 2 postes. Le président, c'était François Furet, le grand, n'est-ce pas, historien, qui était très proche de Louis Dumont, proche de Marc Augé aussi. Et donc j'ai eu la chance que sont allés voir François Furet, un professeur, directeur d'études de l'école des hautes études depuis plus d'une dizaine d'années, Marc Augé, qui était une grande figure de l'africanisme à ce moment-là, et un pilier historique de l'école des hautes études, Louis Dumont. Et tous les deux, indépendamment en quelque sorte, sont venus dire à François Furet, bah écoute, pour ces postes-là, chef de travaux, voilà, prends ce nom-là. Bon. Que dire d'autre, encore une fois, de cette chance et ce hasard et cet appui incommensurable, et de Marc Augé et de Louis Dumont. Et Louis Dumont, je sais qu'il avait insisté beaucoup. Parce que là aussi, Furet, je crois, avait dit, oui, mais bon, ces histoires-là, dual classification, non, il faut y aller, c'est quelqu'un, enfin bon, bref. Là, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, je deviens chef de travaux en octobre 1979. Ce qui, évidemment, change tout, parce que j'arrête immédiatement mon enseignement dans les écoles publiques ou privées où j'enseignais le français, le latin, parfois un peu le grec, j'ai tout oublié, mais ne me demandez surtout même plus les déclinaisons. Et en même temps, octobre 1979, j'ai donc beaucoup plus de temps pour avancer et terminer l'écriture de ma thèse. Parce que j'ai eu le DEA, j'ai été inscrit en thèse sur ce matériau africaniste, avec Marc Augé comme directeur de thèse, et en soutien, évidemment, en tuteur presque pourrait-on dire, Daniel Decopé, et Dumont qui était là derrière en disant attention, classification, important, hein. Bon. Et donc, ma thèse, je l'écris en mettant comme une première partie mon DEA, qui est devenu ces livres. Bon, mais ça, c'était une centaine de pages. Et puis après, il y a 500 pages sur les échanges cérémoniels Nyamwezi-Soukouma. La thèse est soutenue en 1981, donc direction de thèse Marc Augé. Et ben, cette thèse,
Elle dort dans la bibliothèque de l'école des hautes études en sciences sociales. À l'époque, évidemment, on n'avait pas toutes les possibilités de digitalisation. Et comme après, je suis parti sur tout à fait autre chose, je me disais bien, il faudra un jour que j'y revienne. Bon, j'y suis jamais revenu. J'ai tout de même passé à peu près une dizaine d'années, entre 1981 et 1991, à publier des articles tirés du matériau africaniste et sur cette thèse. Et aussi sur le travail de Louis Dumont et le dialogue sur les outils à ce moment-là. Mais bon, ma grande chance était que donc j'ai soutenu ma thèse en 1981, africaniste, peu importe, j'ai un poste à l'école des hautes études, j'entre donc dans l'équipe de recherche de Daniel Decopé et Louis Dumont, et encore mieux en étant même titulaire d'un poste, mais j'aurais pu y rentrer même comme chercheur hors statut, juste avec la thèse, et donc Daniel Decopé, en accord avec Dumont, dit « L'opération principale de notre petit budget cette année, ça sera le terrain de Serge. » Et je repensais à ces conversations que j'avais eues avec eux en 1975, où Daniel m'avait dit « Oui, je comprends que tu veux partir en Océanie, mais bon, est-ce que tu as les moyens pour le terrain? Parce que zéro bourse. Il n'y a pas de système ici. Et nous, on n'a pas. » Et là, 5 ans plus tard, ça y est, je pouvais. Il y avait la possibilité statutaire, il y avait la possibilité des moyens par cette équipe, billets d'avion, terrain, etc. Bon, c'est des toutes petites sommes, hein, ça faisait même déjà, à l'époque, hurler de rire les Allemands, les Belges, les Anglais, les Suisses, mais pour la France qui avait presque rien, et pour des petits étudiants comme nous, c'était énorme, énorme. Et encore une fois, de nouveau, une aide, et encore une dette que je dois à Louis Dumont, mais Daniel Decopé aussi, ô combien, et Marc Auger aussi, de nouveau les trois, c'est que j'étais devenu donc chef de travaux à l'école des hautes études. Je voulais partir sur le terrain. On fait comment? Parce que on n'est pas au CNRS, ou au CNRS, ça fait partie du métier, à l'époque surtout, de dire je pars en mission. Et je pars en mission, on avait le droit de partir même jusqu'à 12 mois de suite, si pas plus même à l'époque. Plus encore. Aujourd'hui, il faut 12 mois, puis il faut revenir, puis il faut repartir éventuellement. Mais à l'école des hautes études, il n'y avait pas de régime immédiat automatique de mission. Donc il a fallu que Dumont, Decopé, Auger retournent voir François Furet, président de l'école, en lui disant « Bon, bah écoute, il faut maintenant que tu signes un décret qui autorise, c'est bien un décret qui a été signé, qui autorise le Serge Tcherkezov à pouvoir partir 1 an sur le terrain. » Parce que Daniel et Dumont, ça c'était leur point de vue, m'avaient dit dès le départ, attention, chez nous, le terrain c'est 1 an. C'est pas 3 mois, hein. C'est 1 an ou rien, et encore plus. Moi j'ai dit, bah, ça me va très bien. Mais alors après, il fallait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais Furet a signé ce décret. Alors, ce n'était pas trop grave, parce que je n'étais pas donc directeur d'études, professeur en charge d'un séminaire. En quelque sorte, mon absence, elle ne se verrait pas. Il n'y avait pas de paillasse à préparer pour une expérience de chimie. Je n'en avais que le titre. Mais il fallait tout de même, pour que je continue à avoir mon petit salaire, il fallait tout de même qu'il y ait un décret. Ils ont réussi. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous amène, ce qui m'amène à préparer enfin une enquête de terrain. Grâce à cette série d'aides extraordinaires et de hasards et de conjonctions de bonne volonté, de bonnes étoiles, presque d'anges gardiens, si je puis dire. Alors, ce terrain à Samoa, évidemment, il m'amènera quantité d'autres objets d'enquête que ceux que j'avais en tête, puisque je disais, je pense tout à l'heure, moi depuis le début, et ça s'était même affirmé ensuite avec mon travail sur les matériaux africanistes,
m'intéressait le pouvoir et le sacré, le pouvoir et l'idéologie, de quelle manière une société peut accepter une autorité tellement englobante qu'elle en fait la clé de son destin. Si le roi sacré meurt, on meurt tous, etc., etc. On connaît tout ça avec Fraser. Bon, donc moi je voulais continuer là-dessus. Je savais qu'il y aurait des choses qui étaient encore bien en place à Samoa sur ces questions-là. Je savais par exemple que, aujourd'hui encore, donc là on est dans les débuts des années 1980, tout chef de clan alors, porte un titre, mais nous on dit un titre, c'est mal, du jour où il est intronisé, son nom devient le nom de l'ancêtre fondateur 20 ou 30 générations plus tôt, ça devient son nom quotidien, et une appellation cérémonielle, mais pas tant que ça, qu'on prend au pied de la lettre, pour lui devient une divinité sur terre, Oatua Olalonei, une divinité d'en bas. Alors, divinité, il faut bien prendre ça, ce mot polynésien a été très souvent très mal compris. Disons, le niveau ancestral, surhumain, mais pas forcément divinité, évidemment, au sens des religions judéo-chrétiennes. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. En même temps, peu avant de partir, et même après, je continue à publier des choses tirées de mon matériau africaniste. Bon, je suis intéressé par ça sur le terrain. Je vais vous dire quelques mots évidemment sur le terrain, mais je veux tout de suite dire une chose. Quand on regarde ma bibliographie, on se dit, bon, mais alors il est parti à Samoa milieu 1981 ou fin 1981, il est là-bas 81-82, puis il va retourner là-bas en plusieurs mois, 83, 84, puis ensuite, je crois 87, 89. Et quand on regarde sa bibliographie, mais il n'y a rien du tout de publié sur Samoa pendant toutes ces années. Et ça me rappelle que, justement, vers, je sais pas, 87, 88, à Paris, séminaire, après séminaire, on discute, il y avait Dumont, et là, Dumont me passe un savon, en me disant, non mais attendez, tout de même, on a fait de votre enquête, de votre départ à Samoa, l'opération privilégiée de notre budget, de notre équipe, en 1981. Vous êtes parti plus d'un an. On est 7 ans plus tard, j'ai même pas une ligne de vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il va passer un savon. Et j'ai commencé à écrire, mais bon, ça mettra un peu de temps quand même, et mon premier article sur Samoa sort, je crois, en 1991-12. Mais pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas écrit. Alors, deux choses. La première, c'est que j'avais cet immense luxe de pouvoir me le permettre. J'étais titulaire d'un poste, j'avais passé ma thèse. Donc, je n'avais pas grand-chose à voir avec ces thésards sur le terrain qui disent « il me reste à peine 6 mois, je dois récolter ces données, et après j'ai 2 mois ou 3 mois, 2 ans ou 3 ans devant moi pour écrire ». Je n'étais pas dans cette position. Mais il y avait aussi autre chose qui tient beaucoup aux personnes que j'ai rencontrées sur place. Et là, c'est un peu une autre histoire dont je vais vous parler. Certains intellectuels samoans qui sont devenus des gens très très proches, dont en particulier une femme, qui m'a poussé en quelque sorte à ne rien écrire le plus longtemps possible. Je vous raconterai ça.